Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du festival Terre de Blues puisque c'est l'ouverture aujourd'hui, 3 jours, 4 jours même de festival, donc c'est vendredi jusqu'à lundi. N'hésitez pas effectivement si vous pouvez et si vous avez le temps de vous rendre sur la Grande Galette, sinon vous pourrez tout suivre en direct sur Canal 10 Télévision, ce sera donc après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le vendredi 17 mai 2024 et notez qu'aujourd'hui une délégation du comité de défense des intérêts de DE s'est rendue au siège du SMGEAG à Gosier. Elle a ainsi remis au président une plateforme de revendication en 8 points, à savoir la négociation d'un tarif progressif qui sera appliqué sur plusieurs années, un tarif unique qui sera appliqué à terme, le collectif de défense des usagers qui, je vous le rappelle, ne souhaite pas intégrer le SMGEAG parce qu'ils craignent des problèmes d'approvisionnement en eau potable et une augmentation des factures de 80%. Et donc ils exigent aussi par ailleurs que le personnel affecté sur le périmètre de la commune soit maintenu en l'état pendant 7 années minimum. Autre garantie, la municipalité demande le maintien du prix actuel pour les demandes de raccordement ainsi que des travaux de remplacement du surpresseur de Boeing, des travaux aussi sur le réseau d'assainissement et des travaux de mise en conformité des abductions d'eau potable. Et effectivement, si ces 8 points sont respectés, là, la municipalité effectivement devrait consentir à intégrer le SMGEAG, mais pour l'instant, ça se passe plutôt de force. Et face à la montée de l'insécurité dans l'établissement, la communauté scolaire de Joseph Théodore Faustin se mobilise. Le comportement de certains élèves complique le travail des enseignants et de leurs camarades qui se sentent parfois menacés. Le reste en images. Pourquoi est-ce que l'école est fermée? L'école est fermée parce qu'il y a un élève qui a dysfonctionné, d'accord, qui a invectivé, qui a pris à partie ses pairs, c'est-à-dire des élèves comme lui. Et donc, partant de ça, les enseignants se sentant en insécurité ont décidé de faire un droit d'alerte, c'est-à-dire d'alerter leur hiérarchie pour signaler, pour signifier qu'il y a un problème de sécurité à l'intérieur de l'école et qu'ils ne peuvent pas continuer à travailler dans ces conditions-là. La goutte d'eau, en fait, qui fait vraiment déborder le vase, c'est une insécurité permanente. Et c'est comme disait Freddy, nous, ce qu'on veut, c'est que les enseignants soient capables d'aller travailler en toute sécurité. Et je pense que c'est aussi ça qu'on aimerait, c'est s'asseoir pour apaiser dans un premier temps, mais aussi trouver des solutions à long terme et pas juste aujourd'hui colmater ce problème, voilà. Mais vraiment trouver une solution pérenne pour que le climat soit apaisé et qu'on vienne travailler dans des conditions optimales. Ce qu'on attend de la réunion, c'est beaucoup d'apaisement. C'est que tout le monde s'assoie autour de la table et qu'on se dise quel protocole qu'on peut mettre en place au sein de l'école pour accueillir ces élèves de la maison de l'enfance, mais l'ensemble des élèves dans de bonnes conditions. Et que lorsqu'un enfant sort du cadre, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, que chacun doit mettre en place pour que la sérénité et la sécurité soient restaurées dans l'école. On veut surtout entendre ce que les différents acteurs ont à dire sur le sujet, qui sont les enseignants qui sont clairement en situation là, la hiérarchie, la maison de l'enfant justement qui connaît un peu plus sur le sujet. Nous, on va d'abord écouter, parler, apaiser et ensuite tenter de trouver justement ces solutions à appliquer. Lorsque l'enfant arrive ici et qu'il franchit le portail de l'école, notre rôle à nous, c'est de l'éduquer, c'est de l'enseigner. Et ça permet donc de rendre hommage à l'ensemble des enseignants de Guadeloupe qui font ce travail. Par contre, on ne peut pas pallier les manques d'éducation, on ne peut pas pallier tous les travers que la société nous offre. Donc oui, l'appel est lancé pour que les parents puissent vraiment prendre conscience que l'enseignant est là pour faire avancer l'enfant, pour lui apporter une éducation et que son rôle à lui en tant que parent, c'est de bien dire aux enfants qui vont à l'école, vous êtes là pour apprendre, entendre, travailler. Et ça s'arrête là. Et les négociations dans le secteur pétrolier se poursuivent, mais les avancées sont moindres et la méthode de travail n'est pas toujours du goût des salariés. On fait le point avec Luc Rubens du STPPG.
Eh bien, ça, on y a dit, c'est que tout le monde savait que nous tenions rencontré ni des jours de ça avec le patron des stations-service. Malheureusement, ça n'a pas passé bien, comme nous avons espéré, puisque nous présentons plateforme 9 points. Et en le traitement de salaire là, pas de grand avancée. On est timide avancé, mais pas de grand avancé. La meilleure avancée que nous souhaité, c'est ces salaires de base là. Mais je dois constater que ces messieurs qui avaient une proposition, sans même que nous ayons discuté effectivement dans le contenu à augmentation salaire de base là. Donc, il faut une proposition n'a pas qu'un sens en nous. Donc, nous demandons à revoir effectivement Basayo de manière à ce qu'il y ait une meilleure proposition. Alors, nous attendons notre proposition puisque nous faisons une proposition. Donc, nous ne pouvons pas annoncer rien dans l'immédiat. Mais ça qui c'était, c'est que s'il y a dans retour à les gérants, pas ni effectivement satisfaction à la proposition que nous faisons là, parce que nous faisons des propositions, bien évidemment, nous sommes obligés de remettre le couvert parce que nous estimons que depuis effectivement 2018, il n'y a pas bail. Nous en 2024, en pays gens là se répéter ça, si on commande une augmentation, il faut une augmentation conséquente et qui permet de couvrir l'antériorité effectivement et qui a présenté le pouvoir d'achat aux salariés, notamment l'inflation que nous subissons qui a représenté 30%, et nous pas même commander une augmentation qui est au moins aux 3 quarts de 30% effectivement de l'inflation. Donc pour moi, la revendication, nos propositions que nous faisons légitimes, et pour les gérants devoir à eux de répondre pour nous effectivement à la proposition que nous faisons là. Et puis bon, bien évidemment, là, nous attendons certains petits bruits de couloir, que bon, ben, certains gérants qui disent que nous payons ni rien, nous payons ni ça, mais nous connaissons tout de toute façon, nous payons à charge de revanche à ces propos qu'ils ont énoncés, mais ça qui c'était, c'est qu'une fois les NRO de branche finis, nous pouvons bien évidemment rencontrer ces gérants-là ça dans le cadre des accords d'entreprise. Et on part pour la visite du préfet et du sous-préfet de Pointe-à-Pitre à Morne-à-l'Eau, une découverte de la ville et de ses projets futurs accompagnés par le maire. Regardez. Nous avons procédé à une déambulation avec le préfet de Guadeloupe et le sous-préfet de notre arrondissement également. Pour montrer Morne-à-l'Eau, pour découvrir Morne-à-l'Eau et notamment les grands projets que nous sommes en train de mener concernant le développement de la ville. Ici, en ce moment, nous sommes à France Service, un lieu de réception, un lieu où les administrés peuvent venir consulter les agents afin de les accompagner dans leurs recherches. Ce matin, il y a la Direction régionale des finances publiques ici pour les impôts. Donc, nous avons vu de nombreux administrés qui sont venus pour leur déclaration d'impôts, etc. Mais il y a la CAF, il y a beaucoup d'autres services qui viennent ici à France Service et pour nous, c'est une avancée. Tout à fait. Alors, d'abord, merci à Jean Bardaille et à toute son équipe de m'accueillir ici à Morne-à-l'Eau. Donc, on est dans le cadre d'une visite communale et vraiment, c'est très important de pouvoir aller à la rencontre des élus et puis pouvoir discuter sur le terrain des projets, parce qu'on peut discuter des projets dans son bureau, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, le mieux, c'est quand même d'aller les voir sur place et puis de pouvoir, avec les élus, voir sur le terrain. On a visité effectivement des logements sociaux qui viennent d'être livrés qui sont en cours de livraison par la SICOA. Voilà, on a continué la problématique effectivement des problématiques de gestion des eaux pluviales sur Morne-à-l'Eau. Il y a eu des inondations début mars qui ont été très très importantes, donc il y a une très grosse problématique d'eau pluviale et de réhabilitation d'un certain nombre de rues. On a fini effectivement par les problématiques, pas des problématiques, mais le sujet effectivement de la réhabilitation de l'église. Il y a le projet de médiathèque et puis là on finit avec l'inauguration de la France Service. Voilà. Nous avons déambulé également le long de la rue Achillon-Bois-Neuf, une route qui va être rénovée puisque nous avons mis en place des crédits de montant d'à peu près 4 millions d'euros pour la rénovation de cette route qui est la principale route commerciale ou commerçante de la ville de Morne-à-l'Eau. Voilà un peu l'objet de la visite des représentants de l'État ici ce matin afin de bien montrer que Morne-à-l'Eau est en train de bouger, que Morne-à-l'Eau veut. Nous avons cette volonté de rénover la ville. Nous avons cette volonté de faire aboutir des projets que nous estimons importants pour la ville de Morne-à-l'Eau. Donc c'est vraiment, d'abord merci au maire et à ses équipes d'avoir organisé cette déambulation. Et puis ça permet effectivement de discuter concrètement où est-ce qu'on en est, des financements, du projet, de son calendrier, de ses échéances, etc. Un reportage de Charlie Dagonia. Et on enchaîne avec la présentation de la caravane de la solidarité initiée par la Tyrolienne et l'association Capab. La caravane solidaire, donc le 25 on aura
une journée détente dédiée aux mamans, puisqu'on sait que le 26 c'est la fête des mères, une distribution de bouquets, et le 27 on a une distribution de paniers solidaires, donc en direction des familles en situation de précarité. Nous profitons du mois de mai pour en fait vivifier l'empathie, le lien social, c'est-à-dire les rapports entre les êtres humains, parce que bon, bien souvent on parle de social, mais bon, le social renvoie à l'humanité et la qualité des rapports entre forcément ces êtres-là. Donc nous, sachant que nous sommes mondes, on a l'autre coup de main, d'accord, et que la société évoluant vers notamment le libéralisme, l'individualisme, etc., c'est autant pour nous une façon pour nous de vivifier quelque chose qui fait partie de notre référentiel, c'est-à-dire avoir un regard, on va dire, préventif sur ce qui se passe autour de nous, quand bien même la situation est un peu compliquée aussi pour nous. Nous sommes des Guadeloupéens, on devrait apprendre à mieux s'entraider, et donc depuis 2020 cette action a été initiée par la tyrolienne suite au Covid et suite aux maraîchers qui n'arrivaient pas à vendre leurs produits, et c'est une affaire qui marche, comme le disait Madame Boucaud tout à l'heure, c'est-à-dire que malheureusement on constate qu'il y a beaucoup plus de familles en situation de précarité, mais voilà, on est là pour un peu renforcer et continuer le travail des institutions, on est là aussi pour qu'il y ait un peu plus de cohésion entre voisins, et on est dans l'accompagnement et l'aide des familles en situation de précarité. Les institutions ne peuvent pas tout faire, mais les associations sont plus à même de porter ce genre de projet, parce que les associations connaissent la population, connaissent le public, engagées auprès de ces publics depuis très très longtemps, chose que l'institution qui est engagée plus largement ne peut pas faire. Donc c'est important que les associations prennent le relais, c'est important aussi que les institutions soient aux côtés des associations, et que finalement c'est tout le monde qui fera que les choses pourront avancer chez nous en Guadeloupe, puisque c'est important. On lance un appel aux autres associations, ensemble nous que tout plus fort, donc si on peut vraiment être un peu plus la prochaine fois et avoir un peu plus de moyens, donc ce sera bénéfique pour les Guadeloupéens. Et on part maintenant pour le village de la mobilité de la ville de Pointe-à-Pitre, une occasion pour Harry Durimel d'assurer la promotion des déplacements à vélo. Regardez. Sur ce parcours, nous avons donc sensibilisé ce matin les jeunes, les enfants au déplacement doux, c'est-à-dire à pied, à vélo. Pointe-à-Pitre étant une petite ville de Fouillol à Loïcis, on voit bien qu'on peut aller partout à pied. Et donc nous, l'objectif, c'est de devenir une ville du quart d'heure, une ville où on peut aller à la boulangerie en 15 minutes, chez son médecin en 15 minutes, chez l'esthéticienne en 15 minutes, sur la place de la Victoire, aller acheter son poisson, aller partout à pied. Le principal enjeu de ce type de manifestation, c'est de venir auprès de la population, des plus jeunes en particulier les écoles, mais également de toute la population qui réside ici à Pointe-à-Pitre, dans les quartiers qui sont derrière moi, éventuellement les autres habitants plus proches du centre-ville qui peuvent venir jusqu'à nous à pied pour leur montrer qu'il y a la possibilité de se déplacer autrement au quotidien qu'uniquement à travers la voiture. Il faut petit à petit sensibiliser les gens à la non-utilisation de la voiture. Il y a une sorte d'addiction à la voiture. Et pour la combattre, c'est par des petites actions progressives qui commencent par l'école jusqu'au plus grand. Et ce matin, on utilise le vélo, on utilise la marche, on sensibilise les enfants au premier secours. Ce qu'on veut promouvoir aujourd'hui, c'est de montrer à la population qu'on a cet intérêt et que derrière, s'ils ont cette volonté également de changer les pratiques, parce qu'on ne pourra pas tous se déplacer en voiture, on voit la congestion déjà partout sur les routes nationales. Si tout le monde était en voiture, la ville serait complètement bloquée, donc il faut pouvoir trouver des solutions. Il faut pouvoir proposer des solutions alternatives et surtout des solutions qui soient pérennes dans le temps. On les sensibilise au lien social, car quand on va à pied, quand on va à vélo, quand on se déplace doucement, on a plus le temps d'échanger. Donc c'est une culture du développement durable, une culture de la proximité que nous développons à Pointe-à-Pitre, et tout cela participe au mieux vivre ensemble. Pointe-à-Pitre d'ailleurs qui verra la réinstallation, qui voit d'ailleurs en ce moment la réinstallation des feux tricolores, et je tiens à signaler à M. Durimel que j'attends toujours sa réponse, j'attends le devis justement pour avoir les factures, à savoir quel coût représente donc l'installation de ces feux tricolores, mais aussi l'entretien annuel. Puisqu'il va y avoir effectivement des réparations, il doit y avoir un budget prévu pour ça. Donc j'attends la réponse. Et maintenant, je reçois Marie-Charlotte, chef de projet La Planète Revisitée des îles de Guadeloupe, qui est pilotée par l'Agence régionale de la biodiversité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en compagnie de Laure Corbary, enseignante-chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, qui est également responsable scientifique donc, du volet marin de ce fameux projet La Planète Revisitée des îles de Guadeloupe. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors avant d'en venir effectivement à ce projet, puisqu'il va y avoir une journée assez sympathique pour tout le monde, j'aimerais qu'on présente d'abord l'agence régionale de la biodiversité. Quel est votre rôle concrètement ?
Alors, l'Agence régionale de la biodiversité, c'est une toute jeune agence publique qui a été créée en Guadeloupe en 2021 par le concours de la région Guadeloupe, de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, et de l'État. Donc, ils ont créé cette agence pour coordonner des actions en matière de préservation de la biodiversité sur le territoire guadeloupéen et donc pour mieux préserver notre riche biodiversité. Donc, voilà. On a des enjeux, qu'ils soient terrestres ou marins. Des enjeux terrestres ou marins, nous couvrons tout type de biodiversité. Nous avons au sein de l'Agence régionale de la biodiversité le conservatoire botanique. Nous avons aussi un observatoire régional de la biodiversité pour collecter l'ensemble de la donnée de la biodiversité et pouvoir la diffuser à différentes cibles, le grand public, les professionnels. Voilà. Donc beaucoup d'actions. On a aussi un pôle ingénierie de projet qui apporte un soutien aux collectivités, notamment pour le montage de leurs projets. Voilà. Alors, pour ceux qui en douteraient, dites-nous à quel point notre biodiversité est riche. Elle est très riche, puisque aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la Guadeloupe se situe dans un point chaud de la biodiversité mondiale, puisqu'on est dans la Caraïbe. Aujourd'hui, on sait que plus de 6% de la biodiversité française se trouve en Guadeloupe. Donc, malgré notre petite superficie par rapport à la superficie globale de la France, on sait très bien que notre territoire est riche en biodiversité marine et terrestre, et d'où l'idée aussi de porter ce type de projet pour mettre à connaissance de tout le monde, de notre population, de l'importance de préserver cette biodiversité. Il y a l'aspect préservation, mais est-ce qu'il y a aussi un intérêt économique? Tout le monde se demande à quoi elle nous sert cette biodiversité? Est-ce qu'on peut la rentabiliser? Bon, c'est du vivant, mais est-ce qu'on peut quand même en tirer profit? Alors, on peut en tirer profit. De manière générale, tous les jours, on utilise notre biodiversité. On peut aussi, par exemple, trouver des crabes de main qui pourraient résoudre des problèmes d'ordre médical, de santé, qui pourraient résoudre des cancers, etc. Donc, il y a de la recherche, bien évidemment. On a d'ailleurs trouvé la plus grosse bactérie du monde ici en Guadeloupe. Exactement, avec l'Université des Antilles qui travaillait notamment au niveau des mangroves, qui a découvert cette bactérie. Ça fait partie de la biodiversité. Et donc, oui, on a de quoi préserver, mais il faut la connaître pour la préserver. Voilà. Et d'un point de vue, justement, un peu plus reculé de l'Hexagone, quel regard avez-vous sur notre biodiversité ici en Guadeloupe? La biodiversité de Guadeloupe, comme l'a dit Marine, elle fait partie de ces zones de hotspot. La Caraïbe est une zone très intéressante. On est déjà venu travailler en 2012 et en 2015 et on avait envie de continuer à travailler en Guadeloupe pour faire ces inventaires de biodiversité. Donc la connaissance, c'est le point de départ de notre travail. On va aller sur le terrain, mais c'est pour acquérir de la connaissance. Et comme vous parliez effectivement de tout ce qui était retombées économiques, il faut penser à la bio-inspiration. Plein de matériaux. Oui, plein de matériaux sont inspirés de structures du vivant. La fibre optique, etc. Est-ce que tout ce qu'on utilise finalement n'est pas inspiré quelque part du vivant? Je ne peux pas dire tout, mais beaucoup de choses ont été inspirées du vivant. Donc, en tout cas, ce n'est pas notre but premier. Nous, c'est la connaissance et faire découvrir de nouvelles espèces. Accumuler toujours plus de connaissances. Voilà. Très bien. Alors, vous organisez effectivement une journée autour de cette biodiversité dans les îles du Sud. Comment ça va se passer? Alors, pour être tout à fait précise, nous avons organisé pendant toute cette semaine du 13 jusqu'à hier des conférences de lancement pour promouvoir en fait ce projet auprès de la population des îles du Sud qui sera concernée. Donc lundi, nous étions à la Désirade. Mardi, nous étions à Terre de Haut. Mercredi, nous étions à Terre de Bas. Et puis, nous avons clôturé cette semaine de lancement à Marie-Galante, à Cap-Esther de Marie-Galante, pour être tout à fait précise. Donc, c'était l'opportunité, du coup, de présenter le projet, le volet scientifique, le volet animation, sensibilisation, communication, les cibles qui sont pressenties, les scolaires, le grand public, les collectivités, les socioprofessionnels, puisqu'on aura aussi des pêcheurs qui nous accompagneront dans le cadre de ce projet. Donc voilà, c'était vraiment l'opportunité d'informer la population sur cet événement qui va concerner leur territoire pour la fin d'année, du coup entre septembre et novembre prochain. Effectivement, il y aura des circuits, donc je vois 5 et 6 octobre 2024, ce sera les Saintes, Marie-Galante, ce sera le 26 et 27 octobre, la Désirade 9 et 10 novembre prochain, donc ce seront des inscriptions préalables. Comment ça va se passer, puisque beaucoup de gens pourraient être intéressés par effectivement ces visites, qu'elles soient terrestres ou marines?
Alors oui, nous serons à peu près une dizaine de jours sur chaque territoire. Donc on sera fin septembre à mi-octobre au sein, terre de haut, terre de bas en simultané, où il y aura des week-ends portes ouvertes qui seront organisés sur chaque territoire. Vous avez cité les dates, donc le 5 et 6 octobre pour les Saintes. Donc oui, c'est ouvert au grand public pour pouvoir venir visiter du coup les installations. Qu'est-ce qu'un laboratoire scientifique? Puisque sur chaque territoire, nous installerons des laboratoires scientifiques où les chercheurs vont pouvoir ramener les espèces qu'ils auront collectées, que ce soit au niveau marin ou au niveau terrestre, et pourront ensuite les trier selon le type d'espèce. Et donc là, c'est vraiment une opportunité, que ce soit pour le grand public, les scolaires, puisqu'on va aussi permettre aux scolaires de pouvoir, dans le cadre de leur cursus scolaire, entre guillemets, de venir directement sur site pour observer des chercheurs locaux, nationaux, internationaux qui seront présents pour voir comment ça fonctionne et l'intérêt de ce type de projet. Mais techniquement, tout un chacun devrait maîtriser à minima son environnement, dans tous les cas. Oui, mais ce type d'action aussi est fait pour rappeler aussi de quoi est fait Il faut s'intéresser à ce qui nous entoure. Exactement. Et surtout que sur ce projet, on est sur, je tiens à le préciser, sur de la petite biodiversité. Donc, on n'est pas vraiment sur des tortues, des gros mammifères. Mais ça, on parle déjà plus. Il y a déjà plus de communication. Les enfants sont beaucoup sensibilisés dessus, sur les pontes. Mais sur le reste... Voilà, on est vraiment sur de la petite biodiversité qu'on ne voit pas forcément tout le temps ou à laquelle on ne fait pas attention malheureusement et qui pourtant représente une grosse part de notre biodiversité et qui fait aujourd'hui notre richesse. Alors vous vous occupez du volet marin, comment ça va se passer ? Ça va se passer très bien, ça va être super. Donc comme disait Marine, on va partir des Saintes, on va rester 15 jours, ensuite Marie-Galante et on terminera par la Désirade. Il y aura beaucoup de gens, de scientifiques, mais également de participants locaux, d'amateurs naturalistes. Il y aura beaucoup de gens avec nous. Beaucoup de plongeurs qui iront sous l'eau parce qu'il faut aller récolter cette biodiversité. Est-ce qu'on pourra vous accompagner ? Si vous voulez, à vos risques et périls. Pas moi personnellement. Je ne m'y risquerai pas, mais bon. Mais, voilà, en tout cas, les plongeurs iront 2 fois par jour récolter des spécimens, des échantillons, ramener donc dans les laboratoires et ce sera trié, photographié. Voilà. Et effectivement, on a un focus beaucoup sur, comme dit Marine, la petite biodiversité, des crustacés, des coquillages, mais on va regarder des vers, on va regarder des algues. Voilà, plein d'organismes marins qui font de la richesse de cette biodiversité. Et tout compte, est-ce qu'on peut dire que tout compte ? Ah, tout compte. Quelle que soit la taille, quelle que soit la forme et quel que soit l'esthétisme. Il faut se dire que si c'est là, c'est pas pour rien. Ben voilà. Donc, effectivement, vous avez dit qu'il y aura beaucoup de scientifiques, mais est-ce qu'il y aura la pédagogie derrière ? Parce que c'est très technique, vous avez vos jargons, vous avez vos spécialités, mais il faudrait que ce soit accessible à tous. Donc est-ce que tout est prévu ? Parce qu'on sait que là, par contre, c'est des domaines très, très complexes. Alors, peut-être si vous me permettez d'intervenir pour cette question. Donc la pédagogie a été pensée pour pouvoir en tout cas rendre l'information la plus accessible à tous, notamment au niveau des scolaires, puisqu'on va faire des interventions en classe. On a une 40aine d'interventions prévues, que ce soit en Guadeloupe, dite entre guillemets continentale, et dans les îles du Sud. Mais aussi, on va faire déplacer les élèves, les scolaires, directement sur le site du laboratoire. Donc là, ils vont être accompagnés. On va faire appel notamment à des associations qui ont l'habitude de travailler sur tout ce qui est biodiversité, donc de faire passer des messages selon le niveau des scolaires, bien évidemment. Donc tout ça a été prévu. On a aussi en matière de pédagogie une intervention au niveau, un partenariat avec l'Université des Antilles, puisque de la L1 au M2, donc licence 1 et master 2, du coup, on va faire venir les étudiants pour avoir un peu cette pratique qu'ils n'ont pas forcément dans le cadre de leur cursus, et donc ils vont venir sur chaque territoire pour pouvoir appuyer, s'accrocher en tout cas à la mission aux côtés des chercheurs, voilà, et donc participer à cette mission pleinement. Très bien. Et est-ce qu'il y aura un volet pollution plastique ? Alors, il n'y a pas forcément de volet pollution plastique qui a été prévu. Toutefois, on a des partenaires, puisque aujourd'hui, je tiens à préciser que c'est un projet qui suscite beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de partenaires, effectivement. On a une 30aine de partenaires, dont notamment notre partenaire principal qui est le FEDER, les fonds européens, qui nous financent à près de 85% sur ce projet. Et donc, on a des partenaires qui ont souhaité pouvoir profiter de cette expédition, notamment avec le fait qu'on fasse appel à des plongeurs, de pouvoir un peu avoir aussi
une photographie des fonds marins et profiter de voir un peu la qualité de nos eaux, puisqu'on n'a pas l'opportunité malheureusement de plonger tous les jours dans ces secteurs-là. Donc là, c'est aussi une opportunité de pouvoir avoir un aperçu de nos fonds. Et donc, parce qu'on a ce qui est terrestre, donc ce qui est visible. Bon, on voit un peu ce qu'on détruit, mais on n'a pas vraiment idée des ravages effectivement qu'on opère au niveau marin. Exactement. Donc ça, c'est vraiment des partenariats qu'on va essayer de monter avec nos partenaires. Le partenaire en question, c'est Citeo, qui est un partenaire qui accompagne du coup les collectivités en matière de gestion des déchets et donc qui avait trouvé assez pertinent de pouvoir utiliser le fait qu'on ait tout un aspect communication, puisqu'on prévoit aussi des prestataires vidéo pour filmer un peu aussi les actions des scientifiques sous l'eau, etc. Et de profiter de cette mission aussi, pourquoi pas pour avoir un état des lieux de nos fonds. Voilà, donc c'est après. Et si vous aviez un message en termes de préservation? Observez ce qu'il y a autour de vous et regardez les formes vivantes, les animaux, les plantes, tout ce qui est autour de vous. Et c'est comme ça que vous devenez un naturaliste et vous faites attention à l'environnement. Devenons des naturalistes. Des naturalistes qui aiment la nature. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir. On rappelle effectivement les grandes dates. Donc vous serez au Centre les 5 et 6 octobre prochains. Du côté de Marie-Galante les 26 et 27 octobre et à la Désirade les 9 et 10 octobre. Donc il y aura effectivement des conférences pour les plus grands, pour les plus petits. Il y aura des découvertes. Il y aura effectivement laboratoire scientifique accessible à tous. Ça par contre il faudra nous inviter aussi, qu'on puisse capter tout ça ou limite faire quelques petites manipulations. En tout cas, merci beaucoup pour le travail que vous réalisez pour la biodiversité guadeloupéenne et on se retrouve bientôt. Merci encore. Merci. Et on fait un petit focus maintenant sur la Fabrique, un laboratoire des danses et expressions artistiques conduit par Léna Blue. Ce lieu de culture reçoit le label AFA qui reconnaît l'émulsion et la créativité qui émanent de cette structure. Une reconnaissance du travail de Madame Blue qui s'investit pour l'art depuis plus de 30 ans en Guadeloupe. Regardez. Fabrique qui se situe dans le quartier de l'assainissement et c'est un jour un peu spécial parce que la Fabrique est une association qui existe depuis 2017 mais moi j'existe depuis plus de 30 ans où je transmets la danse, je crée, etc. Je suis chercheuse, donc je suis docteur en anthropologie de la danse et en fait aujourd'hui le ministère de la Culture a labellisé la Fabrique comme étant un lieu institutionnel capable de recevoir des artistes en résidence, capable de recevoir des chercheurs. Donc le label c'est AFA, donc c'est un peu comme un atelier où on fabrique autour de l'art de la danse sur plusieurs médiums, de la création, de la recherche, de la transmission. Et en fait, parce que je fais ça depuis des années, que maintenant ça a été reconnu par le ministère de la Culture et donc la Fabrique est aujourd'hui signée, actée et labellisée. Alors nous avons signé avec la Fabrique et Léna Blue une convention de fabrique artistique qui permet d'accompagner son projet, son programme d'activité avec à la fois des moyens mais aussi des objectifs communs. C'est précieux pour nous les artistes, parce que moi j'ai investi, on entend bien le terme investir, à la fois artistiquement et financièrement, donc privé, et en fait quand on est privé, on sort un peu de la marge, quoi. Et le fait d'être labellisé par le ministère de la Culture, donc l'État, permettra de développer encore plus le concept, ma philosophie en fait, qui est de mettre une lumière et de révéler au monde que la Caraïbe, la Grande Caraïbe, est une pépite pour la création, elle est avant-garde. L'objectif, par exemple, tout simplement de réunir la recherche avec la création contemporaine, de marier l'expérience chorégraphique et la construction chorégraphique qui se fait ici autour du cas, c'est tout le travail de recherche qu'a mené Léna, avec des chercheurs, des musicologues, des écrivains et d'autres danseurs sous d'autres pratiques. Je pense par exemple à ce qui s'est passé il y a quelques jours autour du tap dance. Être labellisé, je crois que je suis vraiment très émue et vraiment contente. Ça légitime aussi ce que je fais. Et avant de se quitter, on se rend à Capesterre-Belle-Eau pour un dernier hommage rendu à Joël Beaugendre. L'ex-maire de la ville s'est éteint le 11 mai dernier des suites d'une longue maladie. La dépouille du défunt était exposée hier au stade de Marquisat où ses frères d'armes sont venus le saluer. Regardez.
il fallait être là. Joël, c'est un ami de tous les capestériens avant d'être maire. Joël représente beaucoup pour nous. Joël nous a appris la rigueur, le sens des détails et un grand cœur. Je le considérais très 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 bien. C'était un bon docteur. Il était très gentil, très aimable. Et je l'aimais bien. Ah ouais, je l'ai connu tout jeune. Il était toujours gentil avec moi. Joël aimait Capesterre. Joël, toute sa vie, c'était pour Capesterre. Comme on dit, on est des hommes, on a des choix, des mauvais choix. Mais personne ne peut douter sur l'amour qu'il avait pour les Capestériens. Personne. Nous sommes tristes de perdre un ami. Je ne parlais pas de mère, ça c'est une autre vie. Mais Joël, c'était des journées interminables. 9h, 3h du matin, avec son petit mot quand tu pars. Attenbourg. Et ça restera gravé. Joël Beaujeune, c'était papa moi. C'est moi qui étais chauffeur, il restait 25 ans. 25 ans, j'étais chauffeur à Capestère Bello. Pour moi, c'est moi qui mort pour là. Pour moi, c'est Paul Michel qui mort là quand il est là. Tout corps moi là crasé là oreille là. Depuis on s'en pas j'ai dormi. Alors là où il est là, la casse souhaiter force et courage, piquer B pour avoir nous de Capestère toujours. C'est le travail qui a été fait pour la Guadeloupe, pour Capestère. Personnellement, ça fait 43 ans que Joël et moi, nous sommes ensemble. Et nous avons fait du bon travail pour la Guadeloupe. C'est le premier qui a soulevé le problème du chlordécone en Guadeloupe pendant qu'il était député. Et avec lui maintenant, quand j'ai soulevé le problème de l'eau en 1993, vous vous rendez compte, depuis 1993, que j'attire l'attention des services de l'État et des politiques sur le problème de l'eau, nous sommes en 2024, aucune solution concrète n'a toujours pas été trouvée. Eh bien, je demande au président et au directeur et à l'ensemble de ceux qui sont responsables des hôpitaux en Guadeloupe qu'on donne à l'hôpital de Capestère Bello le docteur Joël Beaujeune. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition, mais on va quand même parler un petit peu avant de se quitter de la Nouvelle-Calédonie, puisque la situation est toujours très tendue en Kanaki. Notez que Gabriel Attal, le Premier ministre, a confirmé qu'il y allait avoir un débat autour de la prolongation donc, de l'état d'urgence pour un peu calmer la situation. Bon, à savoir si c'est la bonne méthode, ça c'est autre chose. En tout cas, il devrait se décider au bout du week-end, donc peut-être d'ici lundi ou mardi en Conseil des ministres. On verra. En tout cas, Gabriel Attal, lui, Premier ministre, lui ne se rendra pas en Nouvelle-Calédonie puisqu'il a indiqué que les conditions de sécurité ne s'y prêtaient pas. On ne parlera pas de lâcheté, bien évidemment, il n'en est pas question, n'est-ce pas? Et sinon, qu'est-ce qu'on a encore, puisque c'est vraiment très compliqué là-bas et on soutient d'ailleurs toutes les personnes qui sont dans des situations un peu plus complexes, que ce soit sur les barrages ou bien la population un peu plus globale, mais n'empêche qu'on assiste quand même à des scènes particulièrement violentes, notamment sur ceux qui fuitent sur les réseaux, même s'ils ont bloqué une partie, c'est quand même inquiétant. Et d'un autre côté, on a une espèce de dialogue de sourds entre l'État français et les indépendantistes. À noter effectivement d'ailleurs que donc le président du Congrès de Nouvelle-Calédonie indépendantiste, donc Roch Wamitan, il demande effectivement à ce que des médiateurs soient envoyés, puisque la France, en tant que médiateur, ne peut pas être juge et partie en même temps. Il y a une espèce de distorsion dans les discussions qui n'avancent pas, alors que la situation n'arrête pas de se tendre de jour en jour. On rappelle qu'on est déjà quand même à 5 morts. On a eu 5 morts en 3 jours.
3 Kanaks et 2 gendarmes, dont un qui a été tué accidentellement. On ne sait toujours pas à peu près, enfin, on sait toujours pas vraiment comment. En tout cas, un très lourd bilan, des dizaines de blessés, des magasins pillés, des habitations incendiées. Franchement, c'est quand même critique. Et la France qui est toujours dans la même gestion, dite coloniale, hein, là tout le monde est en train de s'accorder dessus. On a une gestion coloniale puisque Paris est quand même à 16 800 km de la Nouvelle-Calédonie et on décide effectivement de l'avenir d'un peuple en étant bien tranquille chez soi. Une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. On se retrouve mardi. Bisous tout le monde.